Alors bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, ceux qui se sont déplacés comme ceux qui sont à distance. Donc, sont ouvertes aujourd'hui les journées du polyhandicap et c'est avec beaucoup d'émotion que le GPF a souhaité dédier ces journées à la mémoire du professeur Régine Selle. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi j'ai un écho. Très bien, bon, c'est parfait. Régine Selle est pour nous un personnage extraordinairement important et incontournable. Elle nous a quittés au mois de janvier. C'est une enseignante-chercheuse à l'Université de Rouen depuis 2003, puis à Paris-Nanterre en 2014. Et elle était directrice adjointe du laboratoire clinique psychanalyse et développement, le CLIPSID. Mais surtout, elle avait maintenu son activité première de psychologue clinicienne dans un CESAT du CESAP qui répond à ce très joli nom de graines d'étoiles. Au départ, elle avait beaucoup travaillé sur la fratrie. Le titre de sa thèse, qui en dit long, s'appelait « J'ai mal à mon frère ». Mais ce que nous saluons surtout, c'est son implication auprès des enfants, puis des adultes polyhandicapés, comme je vous le disais, avec le CESAP. Elle a entre autres, pour ne citer que les travaux les plus récents, contribué à l'élaboration de la grille de qualité de vie actuellement en cours d'évaluation. Mais surtout, ce sont ces travaux sur la cognition et les potentialités des personnes polyhandicapées qui font pour nous la différence. D'abord avec le P2CJP, qui était le profil, vous le savez parfaitement, le profil des compétences cognitives du jeune polyhandicapé. Puis en 2012, le CP, évaluation cognitive polyhandicap, qui est la version revue et augmentée, notamment pour les adultes, du P2CJP. Alors je vous rappelle quand même la définition qui a eu longtemps cours. Une des caractéristiques des personnes polyhandicapées, c'était la déficience mentale sévère à profonde. Or, il s'agit là de la construction d'un outil d'observation des compétences cognitives des enfants et des adultes polyhandicapés. C'est un apport majeur, essentiel, d'abord parce qu'il pallie une carence. Il n'y avait pas d'outil vraiment approprié avec des personnes avec un déficit cognitif semblable à celui du polyhandicap majeur, et surtout, qui révèle les compétences réellement existantes d'enfants et de personnes qui, pendant des années, ont été réputées inéducables. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Régine Selle ne s'est pas arrêtée au mur des apparences. Ah tiens, je devrais avoir une photo que voici. Ne s'est pas arrêtée au mur des apparences. Et elle a donc dirigé ce fameux ECP avec Geneviève Petitpierre, professeure de pédagogie spécialisée à l'Université de Fribourg en Suisse, autre amie du groupe Polyhandicap France. Et donc, elle a réalisé cet outil majeur qu'est l'ECP, initié par le CESAP Formation, qui aujourd'hui le diffuse et qui est, je cite les propres mots du CESAP, comme ça je suis sûre de ne pas dire de bêtises, et c'est très important, le fruit d'une intense collaboration entre chercheurs, professionnels, parents et formateurs, reconnu aujourd'hui par tous comme un outil majeur permettant de révéler et de soutenir les compétences des personnes polyhandicapées. Révéler et soutenir, c'est super important. Et on y retrouve le souci profondément éthique partagé entre Régine Selle et le CESAP, et je vous rassure le GPF aussi, de toujours procéder à des observations croisées entre parents et professionnels, sans oublier évidemment d'associer les personnes polyhandicapées à la démarche les concernant. Régine Selle, un peu comme Elisabeth Zuckman, a été une artisane inlassable et militante d'un regard différent porté sur les personnes polyhandicapées et qui a influé jusque sur les politiques publiques du polyhandicap. Je suis absolument certaine que sans ces travaux et ceux d'une longue chaîne de chercheurs dont elle a été un maillon décisif, on n'aurait jamais eu, par exemple,
la circulaire interministérielle relative au cahier des charges d'unité d'enseignement pour les élèves polyhandicapés. Je ne sais pas si vous imaginez que l'idée d'élèves polyhandicapés, il y a 10 ans, c'était un truc où les gens disaient « mais ils sont fous ». Et cette circulaire a cette caractéristique qui nous fait chaque fois frétiller de bonheur au GPF, parce qu'il est écrit en toutes lettres, les apprentissages sont possibles, quel que soit le profil de polyhandicap. Donc nous remercions encore Régine Selle, inlassable pionnière, défricheuse du quotidien des personnes polyhandicapées. C'est une très très grande perte, mais nous comptons sur son équipe de jeunes chercheurs pour poursuivre les travaux. Et du coup, ça nous amène tout naturellement à vous dire 2 mots du pourquoi du thème de ce colloque aujourd'hui. Je ne vais rien vous apprendre en vous parlant des crises qu'on a traversées, qu'on traverse encore, qui ont mis un coup de projecteur absolument incroyable sur les contradictions, parfois les aberrations, disons-le, de notre système. Par le biais des évolutions sociétales et culturelles, on a eu tellement de choses qui se sont chevauchées en même temps qu'on finit par perdre nos repères. Et notamment, c'est extrêmement difficile pour les parents et bien sûr pour les professionnels. Comment est-ce qu'on peut à la fois répondre au désir d'inclusion et à la dépendance immense des personnes polyhandicapées qui demandent un accompagnement professionnel solide, vous êtes là pour en témoigner. Comment s'adapter à la personnalité des gens polyhandicapés, comment se retrouver à travers tous ces besoins à la fois de changement, tout en précisant, en préservant les repères, l'essentiel de l'accompagnement, ceux qui permettent un vrai épanouissement, une vraie autonomie, si petite soit-elle. L'accompagnement évolue, c'est indéniable, mais l'essentiel demeure. Et on sait maintenant à quel point, malgré les exactions de l'ONU, on sait combien l'établissement peut être à la fois une garantie de qualité et de protection, et aussi une passerelle vers l'inclusion. On sait à quel point vous tous, professionnels des équipes, vous êtes des passeurs vers une société qui a du mal à se faire inclusive quand l'altérité est trop grande. Tout ça a été sévèrement mis à mal depuis longtemps, surtout au cours des 2 dernières années. Et la Covid et le Ségur ont été des révélateurs redoutables et extrêmement efficaces. Donc nous vous proposons aujourd'hui une réflexion partagée sur la permanence des repères de l'accompagnement. Ces valeurs essentielles est toujours défendues. Depuis des années, c'est un des mantras du GPF. Précocité, proximité, souplesse, continuité et qualité. Ce sont ces valeurs-là de respect et de développement, des potentialités au service de la personne et de la qualité de son accompagnement. Et dans ce colloque, divisé en 4 parties, nous vous proposons de réfléchir ensemble, tout d'abord faire le point, ce que nous appelons « penser le polyhandicap ». Nous aimons beaucoup cette expression, Monsieur Belot, au GPF, avec des approches éthiques et philosophiques, historiques, sociologiques et puis contemporaines tout à fait, avec l'approche européenne. Cet après-midi, nous ferons un constat de la situation actuelle, des difficultés comme de la résilience de ces acteurs. Et demain, nous envisagerons ensemble des solutions innovantes qui, dans le contexte tendu que nous connaissons, vont donner, je l'espère, pistes et idées sur cette fameuse transformation de l'offre et surtout sur son adéquation aux personnes polyhandicapées. Nous y retrouverons nos essentiels, la précocité et la proximité des accompagnements en établissement comme à domicile, la souplesse, incontournable souplesse des modalités d'accueil qui permettent de s'ajuster au mieux aux besoins et aux désirs des personnes, de leurs familles et des professionnels qui les accompagnent. Et tout cela débouchant évidemment sur la continuité à laquelle il faut sans cesse veiller, au rebours de ce morcellement incessant de l'accompagnement qu'on a auprès de nos enfants et de nos adultes polyhandicapés, et que l'on redoute beaucoup dans l'accompagnement libéral à domicile, si c'était des équipes, si cet accompagnement n'est pas adossé à des établissements pour maintenir l'équipe
l'indispensable équipe pluridisciplinaire et l'esprit d'échange transdisciplinaire. Si à ces 4 premiers essentiels, nous ajoutons enfin la qualité, alors là, nous aurons une véritable inclusion des personnes dans une société avec ce sas de protection, de soins et d'accompagnement que sont les établissements. En d'autres mots, la société inclusive commence dans les établissements avec les professionnels, avec lesquels elle permet réellement ce qui est le cœur battant de l'inclusion, la rencontre entre les personnes, quel que soit leur degré ou leur absence de handicap, la rencontre avec le monde de l'autre.